Bonjour à tous, c'est Cotivi pour une nouvelle vidéo. Les bactéries, les levures et les champignons sont des micro-organismes qui sont constamment présents autour de nous. Dans cette vidéo, on va parler de ces êtres vivants microscopiques qui peuvent s'avérer être dangereux pour l'homme, mais aussi très importants, voire indispensables au quotidien. Savez-vous à quel point ils sont indispensables ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à mettre des commentaires si vous le voulez. Tout d'abord, on va parler de généralité. Les bactéries et les levures, de manière très générale et très synthétique, sont des êtres unicellulaires, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'une seule cellule, en comparaison avec l'homme, qui en est composé de milliards. Ce sont donc des êtres microscopiques, observables uniquement au microscope, qui font entre 1 et 10 microns. A contrario, les moisissures sont des êtres pluricellulaires, même si elles restent microscopiques et très petites, elles sont composées de plusieurs cellules. Ces micro-organismes ont la capacité de se multiplier. Pour les bactéries, la multiplication va se faire par division cellulaire, c'est-à-dire que d'une cellule, elle va se diviser en 2 nouvelles cellules. Ces 2 nouvelles cellules vont se diviser en 4 nouvelles cellules, etc., etc. Cette multiplication se fait de manière optimale lorsque les conditions environnementales dans lesquelles les bactéries sont placées leur sont favorables, c'est-à-dire une température, des nutriments, le pH, l'humidité, etc., etc. Et oui, c'est comme pour l'être humain. Si vous étiez déposé sur la banquise sans équipement ni nourriture, il est fort probable que votre corps ait du mal à suivre et à fonctionner normalement. Pour les bactéries et les levures, c'est pareil. Pour qu'elles puissent se développer normalement, chacun des micro-organismes a des conditions de développement optimales. D'ailleurs, si on les place dans un milieu qui ne leur sont pas favorables, ils ont une capacité à se mettre en mode hibernation. D'ailleurs, des scientifiques ont trouvé des bactéries vieilles de millions d'années qui étaient dans cette forme d'hibernation, dans une forme d'attente de retrouver un milieu de vie propice à leur développement. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, les micro-organismes sont présents partout et on les retrouve très régulièrement dans notre nourriture de tous les jours. Par exemple, les yaourts et les bifidus. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, les yaourts sont composés de 2 éléments principaux, le lait et des ferments lactiques, qui sont des bactéries. Leurs petits noms sont Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. En fait, ces bactéries, elles vont transformer les sucres présents naturellement dans le lait, donc qui sont le glucose et le lactose, en acide lactique, ce qui va avoir pour effet la coagulation du lait et former le yaourt. Pour les desserts de type bifidus, on va rajouter une autre bactérie comme le Bifidobacterium, qui est connu pour ses effets probiotiques. Notez bien qu'en France, un yaourt est bien défini par la présence des 2 bactéries Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, et uniquement ces 2-là. Un dessert lacté contenant Bifidobacterium par exemple ne peut pas être appelé yaourt. C'est pour ça qu'un bifidus s'appelle un bifidus et pas un yaourt. Second type de produit où l'on va retrouver des micro-organismes, c'est le vin. Oui, il a besoin de micro-organismes pour être produit. Des levures vont permettre une fermentation alcoolique et les bactéries vont permettre une fermentation malolactique. D'ailleurs, pour faire un champagne, une dernière fermentation aura lieu directement dans la bouteille et c'est cette fermentation-là qui va créer les bulles des vins pétillants ou du champagne. Troisième type de produit où l'on retrouve des micro-organismes, c'est le pain. Lui, il a besoin d'une levure qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae qui a pour capacité de dégrader le glucose de la pâte pour produire du CO2. C'est pour ça que la pâte à pain gonfle, car à l'intérieur, les levures consomment les sucres de la pâte à pain et produisent en retour des gaz. D'ailleurs, en parlant de levure, la levure chimique n'utilise aucun micro-organisme pour fonctionner. C'est un mélange de produits qui, en présence d'eau et de chaleur, provoque un dégagement de CO2. Quatrième produit où l'on utilise des micro-organismes, c'est les fromages. Bactéries, levures, moisissures, elles sont toutes utilisées dans la fabrication des fromages. Je peux vous en citer quelques exemples. Par exemple, Penicillium roqueforti,
c'est responsable des moisissures internes que l'on retrouve dans les fromages bleus, ou bien Penicillium camemberti, responsable de la croûte fleurie des fromages à pâte molle, comme le camembert. Mais il en existe autant qu'il existe de fromages. Il existe une multitude d'utilisations des micro-organismes dans l'alimentation. Ceux que je viens de vous citer sont que des exemples, mais ce sont les plus présents dans notre quotidien. Cependant, malgré toutes ces merveilleuses applications des micro-organismes dans notre alimentation, un faible pourcentage d'entre elles sont pathogènes pour l'homme. Sans rentrer trop dans les détails, chacune des bactéries pathogènes pour l'homme peut provoquer des symptômes relativement différents. Je vais vous citer deux exemples. Par exemple, Streptococcus pneumoniae, peut être responsable de maladies du système respiratoire comme les angines, les pneumonies, les sinusites. Escherichia coli, elle peut provoquer des diarrhées, des infections urinaires ou des gastroentérites. Cependant, il faut savoir que le milieu de vie naturel des E. coli, c'est l'intestin des humains et des animaux. Elle représente environ 80% de la flore intestinale de l'homme. Oui, notre organisme est bien rempli de micro-organismes, et ça, c'est le microbiote intestinal. Il nous permet de digérer les aliments plus facilement, comme les fibres, mais elles ont aussi un rôle de fermentation des nutriments. Elles sont indispensables à l'homme. Mais sur notre peau aussi, la flore cutanée forme une première couche protectrice au-dessus de l'épiderme contre les micro-organismes pathogènes, ou les parasites, etc. Si vous souhaitez une vidéo plus poussée sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt, c'était EcoTV, à plus!